Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Philippe. Une figure du journalisme avec nous dans ce studio. Vous êtes l'une des grandes voix d'Europe 1 après avoir débuté votre carrière à l'Express. Mais ce matin, on va parler d'édition car vous publiez, Catherine, le 2e tome de vos souvenirs. C'est la suite très attendue de vos mémoires qui sont déjà vendues à près de 150 000 exemplaires. Il y a un petit peu de poche, mais quand même beaucoup de livres en premium, 125 000. Le titre de ce 2e tome, tu le sais bien, le temps passe. C'est sous-titré Souvenirs 2. C'est publié dans la collection Bouquins. Ça couvre la période 95-2017. Ça va de l'élection de Jacques Chirac à celle d'Emmanuel Macron. Plus de 400 pages serrées. Il fallait faire des choix. On a pris ici l'angle média, même si tout relève des médias avec vous, puisque vous êtes une journaliste et que vous racontez des faits. Question générale, générique. En quoi les médias ont changé depuis les années Chirac ? Il y a eu l'irruption des chaînes continues, l'invention des réseaux sociaux. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? Et est-ce que ça a changé la manière de faire de la politique ? Ce qui a changé, vous voyez, quand j'ai écrit mon livre sur François Mitterrand, la biographie, je savais qu'il avait une petite fille. Fille naturelle, Mazarine. Une fille Mazarine. Bon, eh bien, à l'époque, il était entendu, vous voyez, mon livre est sorti en 84, elle est née en 74, en décembre 74, on l'a su à l'orée des années 80, juste avant son élection, je le savais. D'abord, ça se disait au Parti Socialiste, on trouvait que c'était bizarre que le premier secrétaire ait dans sa voiture des canards en plastique, on se disait, il se passe quelque chose dans sa vie. Et on a su qu'il y avait eu une vendange tardive dans sa vie à l'horizon des années 80. Et vous voyez, c'était je crois en 81, j'avais été faire des courses au bon marché un samedi, je traversais la rue je regarde machinalement une vitrine où il y avait un magasin de chaussures pour enfants. Et je vois quoi dans la boutique ? Un samedi après-midi, François Mitterrand avec la petite fille. Bon, là, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc moi, j'aurais pas, pour moi, pu faire une photo. Regarder, le soir au dîner, regarder Mitterrand avec sa fille. Vous appeliez un ami photographe. Qui aurait publié la photo ? Mais personne, et pas Paris Match. Parce qu'il n'y avait pas la Presse People. On n'était pas, vous voyez ? Et le temps que le photographe arrive, d'ailleurs, il serait déjà parti. Donc, et ce jour, et dans mon livre, ça aurait été considéré comme une faute de parler de la vie privée. Donc on ne le faisait pas. Entre journalistes, on en parlait entre soi, mais on ne le disait pas. Donc voilà, j'en ai pas parlé et je le savais. Est-ce que les hommes politiques agissent différemment maintenant par rapport à vos débuts, justement, à cause de ça ? Écoutez, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à la fois, il n'y a plus de secrets, et à la fois, les hommes que l'on rencontre sont plus secrets. C'est-à-dire ? Mais vous voyez, dans les années 70, après mai 68, il y a une vent de liberté, une sorte de légèreté. Les hommes politiques que l'on rencontrait, quand on les connaissait un peu, bien sûr on parlait politique, mais il y avait toujours des allusions à l'amour, à la vie privée, aux conquêtes, où ils racontaient volontiers leur bonne fortune, ils faisaient volontiers un peu de cours, mais de manière qui n'était pas pressante et qu'on ne prenait pas pour une agression et on ne déclenchait pas un truc anti-féministe contre lui, vous voyez. Il y avait cette légèreté, on pouvait se parler. Et bien là, ça c'est fini, vous voyez. Et on sent qu'ils sont à la fois craintifs, parce qu'ils ont peur que tout propos puisse être tenu contre eux. Il n'y a plus cette liberté qui a disparu et qui était quand même qui est plaisante. Alors ils ont peur, mais pas tout le monde, ou alors vous êtes vraiment à une place extrêmement privilégiée, Catherine Ney. Vous racontez des choses que peu de journalistes politiques ont vues. Par exemple, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il vous reçoit place Beauvau. Oui. Racontez dans quelle tenue ? Il était ce jour-là dans le jardin. Et il était torse nu, oui, c'est ça. Mais parce qu'il prenait le soleil, oui, ça c'est vrai. Oui. Non, mais ça paraît invraisemblable. Mais ça paraît invraisemblable, oui, ça m'avait paru curieux, mais c'était naturel. Voilà, c'est un homme qui aime le soleil, qui avait besoin des rayons du soleil pour se régénérer. On raconte pas les années 70, hein, c'est récent. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, c'est Chirac qui est au pouvoir. Oui. C'est encore relativement récent. Oui. La coulisse a du sens. Vous parlez de vie privée, vous en parlez là à l'instant en direct dans ce studio, vous en parlez beaucoup dans ce livre, car ça explique des choses. Vous n'êtes pas là pour raconter la vie privée des uns et des autres, mais ça explique parfois certains débuts chaotiques. En l'occurrence, je pense au début chaotique du quinquennat Sarkozy, qui démarre avec des problèmes de couple. Écoutez, c'est quand même la première fois qu'un homme qui a bataillé dur pour arriver à l'élection présidentielle, qui a mené ce chemin,
en compagnie de Cécilia, qu'il avait arraché de haute lutte à Jacques Martin, hein, dont il avait célébré leur mariage. Vous voyez, donc il est tombé amoureux fou. Donc Cécilia, c'était sa Jackie Kennedy. Il était amoureux fou d'elle. C'était un couple fusionnel qui se téléphonait 15 fois par jour quand ils n'étaient pas ensemble. C'était quelque chose de très fort pour lui. Et au moment, et puis arrive l'avatar qui était imprévisible. Et c'est le gros caillou sur le chemin d'une vie. C'est au moment où il réalisait son rêve, c'est devenir le patron du parti, le RPR. Eh bien, elle organise la fête avec Richard Attias, et puis il y a un coup de foudre entre les deux. Donc, elle a décidé aussitôt de quitter Nicolas Sarkozy, qui, durant la campagne, était seul, mais il s'est dit, si je suis élu, elle ne pourra plus partir. Donc il a déployé à la fois une soumission et subissant ses fatwas. Et par exemple, je veux dire, elle était revenue, elle l'avait coupé de ses amis, on voyait plus la famille. Enfin, elle lui faisait mener une vie assez difficile. Il acceptait tout jusqu'à l'insupportable, ce qui n'a plus été supportable. Vous savez, quand il a été élu, et que toutes les erreurs du début de son quinquennat, c'est en raison de ses difficultés de couple. Parce que le Fouquet's, c'est elle qui avait organisé cette réunion et ça lui a fait de lui l'image d'un président bling-bling, alors que le Fouquet's, c'était pas un lieu où il allait d'ordinaire. Mais comme il avait été hébergé par le patron du Fouquet's à la demande de Cécilia, parce qu'ils ne vivaient plus ensemble pendant la campagne, a-t-elle voulu remercier et faire le patron du Fouquet's et faire cette soirée dans l'hôtel pour le remercier, puisque la fête a été payée par le RPR. Est-ce qu'elle voulait aussi empêcher, c'était sur invitation, empêcher les amis d'entrer de venir dans la réunion? Et puis il y a eu le bateau Bolloré parce qu'elle ne voulait pas aller en Corse. Et puis il y a eu les vacances aux États-Unis où le dernier, la France, et elle a refusé d'aller déjeuner chez les Bush, et en disant qu'elle avait une angine alors qu'on l'a vue se promener alors qu'elle n'était pas malade. Et donc c'est quand même la première fois qu'un président arrive à l'Élysée, est élu pour la première fois et est abandonné de sa femme au moment où il arrive à l'Élysée. Et encore, on n'a pas encore parlé de médias parce qu'il y a eu des unes qui ont été consacrées. Catherine Ney reste avec nous. Beaucoup d'autres choses et de confidences dans ce livre. Tu le sais bien, le temps passe, il passe très très vite. Dans quelques instants, on est avec vous. Culture Média continue. L'émission référence sur les médias. C'est Europe 1 Culture Média. Culture Média. Philippe Vandel. Tu le sais bien, le temps passe, c'est le deuxième tome des souvenirs de Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, figure de journalisme français. C'est publié chez Bouquin dans la collection Mémoire. On parlait de journalisme, vous êtes journaliste, vous dressez un portrait terrible, vous dressez pas mal de portraits terribles, notamment celui-ci d'Edwy Plenel, fondateur, directeur du site Mediapart. Je vous cite: tout le monde connaît Edwy Plenel, son business juteux de chasse à l'homme, sa vision policière et justicière journalisme, hérité de sa formation trotskiste. Et vous racontez une scène dans un salon du livre entre Edwy Plenel et Cécilia Attias, ex-Sarkozy, qui a épousé Richard Attias. Racontez la rencontre. Oui, elle est d'ailleurs, vous pouvez la voir sur Internet. Mais il faut situer aussi cette rencontre. C'était 3 jours après une émission de Plenel qui s'appelait Mots croisés, où il le disait qu'il avait hâte de voir Nicolas Sarkozy en prison, qui était quand même son ex-mari. Et on voit quoi? Cécilia s'avançait vers lui pour lui dire: vous savez, mon mari, c'est-à-dire Attias, vous admire beaucoup. Ah bon, dit Plenel, qui se demande si c'est du 3e degré. On voit, il plisse les yeux comme il fait habituellement. Ouais. Et puis, ah bon, et puis Richard Attias arrive derrière, lui tend sa carte, et Plenel se lève et dit: oui, merci, ça peut toujours servir. Vous voyez. Et moi, ça, j'ai pas compris cette chose. Voilà, parce que c'est vrai que quand on veut quitter un homme, et que c'est plus fort que soi, c'est la passion. Quelquefois, on se conduit mal pour quitter son mari. Mais là, c'était des années après, et c'est quand même féliciter un homme qui souhaite que le père de son fils aille en prison. J'ai trouvé ça assez curieux et déplacé. Les médias, vous l'avez dit, il y avait du non-dit, il y avait peut-être de l'omerta, on peut reprocher, mais on peut dire aussi que les médias sont devenus violents, et vous faites la chronique du temps qui passe comme ceci. Je vais remonter à février 2008. J'avais complètement oublié cette séquence que vous rappelez. On est dans l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, sur France 3. Ah ouais. Il y a le neurobiologiste Jean-Didier Vincent qui prend la parole. Je vais le citer parce que pour que ce soit vraiment précis.
Il dit dans l'émission de Tadi, il n'y a qu'un seul problème actuellement, c'est comment se débarrasser de lui. Lui, c'est Sarkozy. Il est devenu encombrant pour tout le monde. Vous l'avez élu, nous l'avons soutenu, nous l'avons aimé. Nous avons trahi nos idées dans l'attente d'une récompense et tout d'un coup, il nous lâche. Alors, je ne vois qu'une solution, l'assassinat. Et il est sérieux. Oui, il est sérieux. Et là, sur le plateau, personne ne bouge. Et Tadéif prend la tangente, passe à autre chose en disant... Il redemande un coup, il dit c'est de l'humour, il dit non, c'est vraiment, je parle d'assassinat, et après on passe à autre chose. Voilà, et là, écoutez, personne, les droits de l'homme n'ont pas bougé, il n'y a pas un avocat qui a dit mais comment on peut dire une chose pareille, parce que c'était pas n'importe qui, Jean-Didier Vincent, et voilà, il a dit ça, c'est-à-dire que l'antisarkozisme était tel qu'après tout, qu'un grand savant disait il n'y a qu'une raison, l'assassiner, ça ne faisait bouger personne. Vous voyez, il y a 2 poids 2 mesures dans les réactions, vous voyez, dans l'indignation. Il y a ceux qui sont indignés, puis ceux qui, quand il s'agit d'une autre personne, qui ne le sont pas. Oui. 2 poids 2 mesures, il y en a que vous portez pas forcément dans votre corps, ou plutôt pour cœur, pour qui vous n'avez pas une immense estime. Il y a François Hollande, avec qui vous avez déjeuné plusieurs fois, notamment chez LIP. François Hollande, vous dites qu'une certaine manière, il fait le même métier que vous. Il commente. Oui, c'est vrai, c'est un commentateur. D'ailleurs, c'est très plaisant, il est très brillant, il fait des analyses. Il ne donne jamais, enfin moi j'ai déjeuné plusieurs fois avec lui, il donnait jamais son point de vue. Mais dès qu'il fallait parler des autres, il savait mettre du poivre, du sel, du machin, avec beaucoup de talent. Et donc c'était très agréable. Mais qu'est-ce qui fait que... Et il a été très... Quand Jospin l'a nommé premier secrétaire, lorsqu'il est devenu premier ministre de cohabitation, grâce à cette pique quotidienne, il était d'ailleurs d'une cruauté formidable avec Chirac. Il était celui qui osait dire ce que Jospin ne disait pas. Mais c'était pas un grand premier secrétaire du PS qui pensait à refaire le monde et à refaire, à penser la social-démocratie. Donc moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais imaginé. Et d'ailleurs, personne, puisque 3% seulement des Français le voyaient président avant qu'il soit élu. Donc voilà, je ne l'ai jamais vu. Je pensais, comme disait Madame Chirac, qu'il n'en avait pas l'envergure. Malheureusement, je suis obligé de résumer. Oui. Il donne des infos, François Hollande, aux journalistes. Ça se retourne contre lui, puisqu'il y a le fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça », un livre de Davet et l'homme du journal Le Monde qui raconte beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais dû dire. Mais ça va encore plus loin que ça. François Hollande était en couple avec une journaliste, Valérie Trierweiler. C'était un amour secret qui est devenu un amour officiel après l'affaire rocambolesque du scooter. Mais qui durait depuis 9 ans. Hein. Ouais. Mais là, vous faites une confidence supplémentaire. Je vous laisse le dire, parce que François Hollande a raconté à un ami à vous... Mais oui, qu'elle était très violente. Et il parlait à un ami qui lui-même avait eu une femme très très jalouse et qui avait confié qu'elle le battait. Et François Hollande lui avait dit moi aussi. C'est pas dans le livre le moi aussi. Comment ? C'est pas dans le livre le moi aussi. Dans le livre, il y a que elle me battait. Mais d'apprendre que François Hollande était battu, je le découvre dans votre livre, page 393. Je me demande comment il va prendre la chose. Pourquoi n'avoir presque rien écrit sur Emmanuel Macron ? Parce que j'ai pas de souvenir avec lui. Voilà, au moins c'est clair. Retour aux médias, est-ce que vous êtes réconcilié avec Jean-Pierre Elkabbach ? Mais je suis pas fâché. Oh là là. Jean-Pierre Elkabbach, vous racontez, il y a quand même un portrait... Il assurait l'interview politique de la matinale d'Europe 1. Il dépassait très souvent son temps de parole. Ça, c'est Jean-Pierre. Oui, d'accord. Mais enfin, ça, c'est... Je veux dire, n'importe quel journaliste d'Europe 1 pourrait vous le dire. C'est pas... Jean-Pierre, écrivez-vous, quel que soit l'invité et quelle que soit la direction, a toujours pensé que sa dernière question en appelait une ultime. Et pourquoi pas encore une autre qui serait forcément essentielle à son chef-d'œuvre quotidien, seul élément, selon lui, digne d'intérêt de toute la matinale. Dont c'est pas des fleurs, ça. C'est pas des fleurs et à la fois c'est le reflet ou plutôt l'envers de la médaille de la passion d'un homme pour l'interview. Et c'est vrai que lorsqu'il voulait des invités, il y mettait une passion extraordinaire et on a eu grâce à lui des invités formidables. Mais si bien qu'il était un État dans l'État et qu'il faisait à sa guise, mais pour le bien de la maison. C'est pas une critique, c'est un caractère. Il est comme ça, mais je l'aime beaucoup. Les pages 107, vous racontez le passage d'Arthur à Europe 1, ça vous a pas plu ? Arthur, l'animateur. Mais non, mais parce que pendant un temps, les sondages avaient énormément chuté. Je me demandais pourquoi. Et c'était les programmes. Et c'est vrai qu'Arthur venait faire une émission qui s'appelait les pirates. Arthur et les pirates. Et c'est vrai que j'étais heurtée par sa vulgarité, il faut le dire, alors qu'il passait en même temps à la télévision où il l'était beaucoup moins. Et je me disais pourquoi il nous réserve des blagues qui étaient vraiment pas drôles. Et tous mes amis me disaient mais enfin, il faut arrêter ça. Et moi, j'en avais parlé à Jean-Pierre Joulin, qui était le patron de la rédaction, qui en avait référé au patron qui était plus haut, c'était l'Inde, et qui lui avait dit mais écoutez, on a un contrat avec lui, si on le rompt, ça va coûter très cher. Donc il a gardé son contrat et les auditeurs sont partis. C'est bien connu qu'on a terminé un livre, Catherine Ney, on a envie d'en faire un suivant. Sur quoi vous travaillez ? Vous n'avez pas envie ? Est-ce que vous avez envie d'écrire une sorte de journal de la campagne qui arrive et qui se profile ? Non, c'est pas prévu.
Ça n'est pas prévu, je sais pas. Écoutez, là, je termine à peine un livre, alors, vous savez, il faut retendre l'élastique, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Tu le sais bien, le temps passe, souvenir d'eux. Il y a des souvenirs extrêmement émouvants, notamment au sujet de votre compagnon et un récit qui n'avait jamais été raconté et qui se passe dans le maquis. Je peux pas le résumer en 30 secondes, ça serait faire injure. C'est à lire en profondeur avec du temps. Merci beaucoup Catherine Ney d'avoir été avec nous. C'est chez Bouquin, je vais le redire. Culture Média continue après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Et ce matin, il sera question du traitement de la disparition des frères Bogdanov.